Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI, où l'on reparle de notre alimentation qui a déjà fait l'objet d'un épisode de Cap sur la transition, avec cette équation que nous avions posée, comment réduire notre empreinte écologique sur les sols et la biodiversité, tout en proposant à tous une alimentation saine. Un petit rappel avec quelques chiffres clés. Notre alimentation, à commencer par les conditions de sa production, représente un quart de notre empreinte carbone. Pour réduire cette empreinte, il faudrait se concentrer sur deux objectifs majeurs. C'est ce que nous avait dit Charlie Brocard de l'IDRI. Manger moitié moins de viande et de produits laitiers et faire en sorte que 50% au moins de nos aliments soient produits en bio ou en agroécologie. Mais comment rendre cela possible ? Comment convaincre ? Dépasser les barrières économiques, sociales, culturelles aussi. C'est tout l'enjeu de cette transition, réussir à créer un projet de société qui embarque tout le monde, qui soit inclusif. Aujourd'hui, on s'interroge sur ces outils qu'il faudrait mettre en place. Quelle politique publique pour permettre à tous d'accéder à une alimentation durable ? Réponse avec Mathieu Sojo, qui coordonne l'initiative Mode de vie en transition à l'IDRI. C'est parti. Bonjour Mathieu Sojo. Bonjour. Il y a eu une tentative de politique publique en matière d'alimentation durable avec cette idée d'un chèque alimentaire. On revient avec vous sur ce feuilleton. Le projet semble avoir fait long feu, on n'en parle plus en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord d'où venait l'idée de ce chèque alimentaire et quels étaient ses objectifs ? Mmh. Alors l'idée de ce chèque, elle vient du travail des 150 citoyens de la Convention citoyenne, qui avaient, proposé qu'on puisse accompagner les plus démunis dans cette transition alimentaire, avec un chèque qui serait ciblé sur le bio, sur la MAP, sur les circuits courts et qui d'ailleurs pourrait être financé par une taxe sur les produits ultra transformés. Donc avoir ce lien environnement, santé, inclusion. Bonne idée ? Donc bonne idée, le postulat, c'est de se dire oui, potentiellement pour une partie de la population, manger plus durable, plus sain, au moins à court terme, c'est peut-être plus cher et donc il faut les aider. Et donc cette idée a été reprise ensuite par le président. Et alors pourquoi ça n'a pas marché finalement ? Alors il y a 3 éléments qui permettent d'expliquer pourquoi on n'a pas réussi à conclure. Le premier, c'est qu'on s'est retrouvé à devoir concilier plusieurs objectifs et principes en même temps sans forcément y arriver. Par exemple, d'un côté, il y avait l'idée qu'on allait, attribuer ces chèques vraiment à des produits durables ou à des circuits courts pour être efficace pour la transition. Mais dans le même temps, ça prenait le risque d'être moins facile à utiliser, pas dans tous les territoires, voire de stigmatiser l'usage en disant: «Bah, vous devez l'utiliser de cette Mhm. manière», c'est un petit peu paternaliste. Il y avait aussi l'idée de, bah, finalement, c'est un super outil pour soutenir les acteurs français de la production agricole, mais du coup, une autre façon, ça serait de dire, bah, on soutient le bio et y compris si l'européen. Donc on voit bien que derrière ces idées-là, il y avait différentes parties prenantes, différentes visions de ce que devrait être la transition qui, in fine, ont été difficiles à concilier. On s'est aussi rendu compte qu'il fallait aller dans pas mal de détails si on voulait le mettre en place, mais à définir des critères. Qu'est-ce qu'un produit de qualité? Qu'est-ce qu'un commerce de type circuit court? Et donc là, il y a eu un peu une peur d'usine à gaz Mhm. également. Et puis finalement, une incertitude sur l'efficacité de ce dispositif eu égard à son coût, entre 1 et 3 milliards. Est-ce que c'est vraiment le bon outil pour traiter la précarité, c'est-à-dire donner un chèque individuel qui responsabilise? Mhm. Est-ce que ça passerait pas plutôt par une hausse des minima sociaux, par des initiatives locales qui socialisent l'alimentation? Donc il y a eu aussi des doutes. Mis ensemble, ces 3 éléments ont fait que l'État n'a pas réussi réellement à conclure. Donc, quelles seraient aujourd'hui les solutions proposées ou envisagées par le gouvernement si ce chèque ne voit pas le jour, d'autant plus dans ce contexte d'inflation qu'on Ouais. connaît très fort depuis quelques mois? Alors en parallèle du chèque, il y a pas mal de discussions sur comment on améliore l'aide alimentaire, qui est aujourd'hui l'outil structurant national pour aider les plus démunis à s'alimenter, et d'autres initiatives. Et donc ce qui a été décidé, c'est dans le budget voté à l'automne, 100 millions en plus, à la fois une partie vers l'aide alimentaire et une partie vers des autres initiatives. En tout cas, c'est vrai que on n'a pas un dispositif de la même ampleur et même si c'était pas l'objectif du chèque initialement de faire face à l'inflation, hein, puisqu'on l'a dit, ça revient aux travaux de la Convention citoyenne. En 2022, il y a eu une inflation forte, environ 12% sur l'alimentation. Mhm. Si on prend un ménage qui gagne à peu près 1500 euros par mois de revenus disponibles, c'est peut-être une trentaine d'euros en plus chaque mois pour son alimentation liée à l'inflation. Et Mhm. donc ça,
il y a aujourd'hui pas forcément une réponse qui a été apportée par l'État. Donc il y a le budget, 100 millions d'euros, à peu près 40 millions pour l'aide alimentaire, 60 millions pour les autres projets. Comment on va Mmh mh. l'utiliser, ce budget, dans les mois à venir? Alors pour l'aide alimentaire, par exemple, ça va renforcer leur capacité à ces associations à acheter des fruits et des légumes, frais. Parce qu'on sait que ça, c'est une carence aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait peut-être pas assez donc dans cette alimentation saine. Et puis une partie pour soutenir les expérimentations locales. Des liens entre des maraîchers locaux et de la réinsertion, des groupements d'achat dans des, quartiers populaires comme le fait l'association VRAC et aussi des chèques, mais locaux qui connectent au sein de territoires, des acteurs qui vendent et des acteurs qui produisent. Ça veut dire qu'il y aura pas d'initiative nationale, tout sera local? Donc voilà, aujourd'hui, il y a cette idée que finalement Il faut commencer par le local? les solutions peut-être doivent être inventées d'abord dans le D'accord. local et donc il faudra les expérimenter de manière structurée, les évaluer parce que ça reste quand même nécessaire de massifier ensuite ces initiatives, s'assurer aussi que dans tous les territoires, il y ait des solutions pour ceux qui font face à ces difficultés et donc retrouver une logique nationale, in Mmh. fine. Bon alors ça, c'est pour essayer de rendre accessibles les aliments localement. C'est l'une des facettes des politiques d'alimentation pour la transition. Reste à savoir quels aliments pour cocher, le second critère, celui de la durabilité de notre alimentation et de son impact sur les sols et sur la planète. Qu'est-ce qui est envisagé pour ça? Alors vous l'avez rappelé, en introduction, l'enjeu, c'est produire et donc consommer des produits plus durables, agroécologiques, bio et puis changer nos pratiques alimentaires, réduire la consommation de produits animaux, qu'on Mmh. consomme trop et donc ça veut dire changer en même temps l'offre, la demande, de faire en sorte que ça corresponde à une alimentation saine pour la santé et qui soit bonne pour C'est l'environnement. transversal, quoi. C'est extrêmement transversal et du coup, cette année, 2023 va être assez charnière justement pour connecter des enjeux climat, agriculture, alimentation et également santé. Premier exemple, on a des recommandations santé que tout le monde connaît, manger 5 fruits et légumes, manger, bouger, c'est le Mmh. poster qu'on retrouve chez Mmh. son médecin. Donc ça, il est issu du monde de la santé, il a commencé à s'ouvrir à la question environnementale, mais progressivement, on va aller vers ce qu'on appelle, One Health, une seule santé, la santé de la planète et la santé des Qui humains. convergent. Et donc qui convergent, ça veut dire que dans ces recommandations, il y a des éléments qui disent plus clairement, pour le climat, pour l'environnement, il faut manger moins de produits animaux, il faut manger plus de légumineuses et voilà les compromis et souvent les co-bénéfices entre santé et environnement. Mais ça, Mathieu Sojo, ça suppose beaucoup de transparence sur les aliments qu'on achète et sur la manière dont ils sont produits, donc une information complète et lisible, claire pour tout le monde, le nombre de protéines dans tel aliment, dans telle légumineuse par rapport au steak, etc. Et effectivement, aujourd'hui, le niveau de connaissance des impacts environnementaux de son alimentation n'est pas très élevé. Mm. C'est-à-dire qu'on va continuer à penser, par exemple, que le transport pèse beaucoup, alors que globalement, les impacts environnementaux sont liés à la phase agricole de production. Et donc, en France, depuis 1 an et demi, 2 ans, on développe l'idée d'un affichage environnemental. Il y a eu des expérimentations. La loi dit qu'il va falloir en mettre en œuvre. Et cette Mhm. année, on devrait conclure vers un outil qui devrait être sur les paquets et qui donnerait une note très visible à l'image du Nutri-Score avec des lettres, des couleurs et qui permettrait de comparer des produits entre catégories, un paquet de lentilles et du poulet, mais aussi au sein de catégories, quel mode de production a été utilisé, est-ce qu'il impacte plus ou moins l'environnement. Donc, Entre le poulet et le steak de bœuf, par par exemple. exemple, ou entre Mhm. deux façons de produire du poulet. D'accord. Et donc ça, c'est un outil très important pour les consommateurs, mais aussi pour les distributeurs dans leur choix. Ouais. Et puis évidemment pour ceux qui produisent les aliments, qui vont utiliser ça pour éco-concevoir. Ça suppose aussi que tout le monde tire dans le même sens, à commencer par les ministères de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, de l'économie. Alors oui, effectivement, derrière ces outils d'action publique, ils sont portés plus ou moins par le ministère de la Santé quand c'est les Mhm. recommandations du médecin. Il y a une stratégie nationale bas carbone qui est aussi en cours de travail et donc là qui est plutôt portée par la dimension environnement. Et puis des politiques alimentaires, y compris locales, du côté du ministère de l'Agriculture. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un moment clé pour s'assurer qu'on orchestre ces changements, que l'outil de production et de vente, il soit connecté avec les changements dans la demande dont on a besoin. Et donc s'assurer que quand il y a une stratégie nationale bas carbone, par exemple, qui va être discutée dans une loi au milieu de l'année, eh bien finalement, les hypothèses qu'on fait sur les pratiques alimentaires, sur la production, soient cohérentes avec ce que dit le ministère de la Santé, avec des politiques publiques sur la publicité et autres, sur la restauration collective, Ouais. et qui soit cohérent aussi avec ce que met en place le ministère de l'Agriculture pour gérer cette filière économique C'est importante. la planification.
C'est exactement la planification, c'est coordonner des changements Mmh. d'ampleur dans différents secteurs pour que ça fonctionne et que ça fonctionne avec le moins de friction Et possible. sur du long terme. Vous dites 2023, année charnière, mais toutes ces questions fondamentales, que vous venez d'exposer pour réussir la transition vers une alimentation durable, donc la cohérence, la planification dans tous les secteurs, l'affichage environnemental, on imagine que tout ça va prendre beaucoup de temps? Alors oui, ça va prendre beaucoup de temps. Il faut voir qu'aussi on y travaille déjà depuis beaucoup de Oui. temps. L'affichage environnemental, c'est une idée qui vient du Grenelle 2009 et depuis lors, les agences de l'État, les chercheurs travaillent à des bases de données, à des techniques d'analyse. Elles sont toujours imparfaites, mais il y a des moments où il faut quand même avancer en s'assurant qu'elles vont continuer à s'améliorer. De même que la stratégie nationale bas carbone est refaite à intervalles réguliers. Donc voilà, c'est vraiment cet enjeu de cohérence, de coordination qui est vraiment important et aussi accepter au plus haut niveau politique que les pratiques alimentaires peuvent changer, en fait elles changent en permanence dans la société, et doivent changer dans une certaine direction pour aller vers une agriculture durable. Et il y aura des lois, des documents stratégiques qui vont être discutés cette année 2023. Exactement. Pour fixer un cap, prendre la bonne direction, la transition vers un monde plus durable passe par nos assiettes. Merci beaucoup Mathieu Sojo. À bientôt. Merci. C'est la fin de ce coup de projecteur sur notre alimentation. Vous retrouvez tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I2DRI, ou sur les plateformes en cherchant Cap sur la transition. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.